Ah ok, du coup on avait vu certaines notions de la dialectique, comme le processus d'autodynamisme, le fait que la pomme périsse, renaisse, que le petit ver devient un papillon et tout ça. On avait vu... Hein, pardon. Une cheville, ça s'appelle le petit ver qui devient un papillon. Je sais pas, j'ai vu un petit ver, je me suis dit allez c'est un petit ver et voilà quoi. Non mais c'est ma réalité, je construis ma réalité avec mes mots. Voilà. Et du coup, on avait vu ce que parler veut dire, ce que ça signifiait, donner un sens, donner une identité, découper l'environnement pour le maîtriser, voilà. La suite les enfants. Merci. Bon allez, bref, on passe au sophiste du coup, parce que depuis le temps qu'il traîne sur mon bureau et que je n'ai pas entamé. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous faire étudier, en tout cas qu'on étudie ensemble, finalement c'est mieux, le sophiste, c'est parce que évidemment, du coup, on est bien, il y a une richesse dialectique, c'est dans ce dialogue-là que Platon invente le principe de la dialectique. Je vais y revenir petit à petit. C'est pas improbable que le cours dure un petit peu plus longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui ça pose problème? Moi, il est mort. On va considérer que non. Il est déjà plongé, on va faire un petit dessin. On va considérer que non. Bon voilà, il y a cette richesse dialectique et en même temps, je vous ai déjà parlé de la figure du sophiste quand on a fait une magnifique descente de la caverne que je ne vais pas reprendre. Et c'est donc une figure importante parce qu'on va voir, je vais essayer de vous montrer aussi, que c'est quelque chose qui, j'allais dire plus que jamais, mais non, mais en tout cas qui est de tout temps. Et le sophiste, ou les formes et les figures que peuvent prendre le sophiste, traversent les âges, les différentes périodes, et on le retrouve de tout temps. Le sophiste peut très bien être le journaliste, peut très bien être le fasciste, et on verra très bien pourquoi, et aussi parce qu'il est ambigu, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que cette couverture du Garnier Flammarion est excellente, et je vais y revenir juste après. Donc dans la dialectique, dans le sophiste de Platon, on a donc une démonstration de ce qu'est la dialectique, mais on va avoir aussi une démonstration d'une méthode philosophique, de la méthode que propose Platon, par l'intermédiaire aussi de Socrate. Donc on va voir à la fois la maïotique socratique, je vais y revenir aussi, et le principe de la division, c'est-à-dire qu'on va fonctionner par division afin de trouver une définition à un mot, par exemple au tout début du sophiste, pour prendre un exemple qui a priori est anodin mais ne l'est pas vraiment. Donc les deux personnages en présence, l'étranger et Théétète dans le dialogue, vont tenter de définir ce qu'est la pêche à la ligne. Et donc pour ce faire, ils vont procéder par division, on va le voir, afin justement de définir proprement ce qu'est la pêche à la ligne, et ils emploieront les mêmes techniques afin de définir ce qu'est le sophiste. Et c'est de cette manière-là qu'on en arrive au concept philosophique. On va aussi du coup voir dans ce dialogue, donc je ne sais pas si on va vraiment avoir le temps, mais on va essayer de voir aussi dans ce dialogue qu'il y a ce rapport du même à l'autre, et c'est, dont j'ai déjà parlé dans les précédents cours, et c'est ce rapport du même à l'autre qui justement va nous conduire vers la dialectique. Aussi, pour bien que vous réussissiez à assimiler correctement tout ça, il y a un premier principe dialectique intéressant chez Platon qui est qu'il nous dit que penser c'est se ressouvenir en fait. Pour lui, tout ce que l'on sait, on le sait déjà mais ça a été oublié. Donc il y a un processus dans sa dialectique qui est que d'abord il y avait un savoir premier, ce savoir il a été oublié au travers des âges et il ressort de nous-mêmes. Bon, c'est une thèse très idéaliste au sens philosophique qui considère donc qu'il y a différentes vies, qu'il y a une transcendance, etc. Là, c'est juste afin de comprendre le processus dialectique. Et donc, on va voir aussi on l'a déjà vu un petit peu la dernière fois, que la contradiction ne va pas être externe, mais elle va être interne à l'être, et c'est ça qui va faire qu'il y a justement un mouvement dialectique par les contraires. Avant d'entamer, donc dernière petite parenthèse, dans le discours, parce qu'on pourrait s'attendre donc évidemment que ce soit un discours avec Socrate, est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà feuilleté ou pas? Ok. Donc vous pourrez s'attendre évidemment que ce soit un dialogue avec Socrate, or c'est pas un dialogue
avec Socrate. C'est sur le même principe qu'avec Socratique. Néanmoins, on a ici Théétète, qui donc est un élève, un apprenti philosophe, et l'étranger, qui revient souvent aussi dans le dialogue du politique. Et c'est pas anodin, là non plus, que ce soit le personnage de l'étranger, parce que l'étranger, ça revient justement à aussi ce qu'on ne peut pas saisir, qui est compliqué à saisir, ce qu'on ne connaît pas encore, je ne sais pas si le terme est exact, mais qu'on va apprivoiser, qu'on va appréhender. Et donc le personnage de l'étranger est important pour faire avancer cette dialectique vers quelque chose qui a priori ne connaît pas et qui nous fait sens. Et donc c'est l'étranger qui en réalité mène le discours, et il mène le discours de la même manière que Socrate le mène dans les dialogues, c'est-à-dire par des questions à double choix. Bon, juste avant, du coup, la dialectique d'abord, c'est ça que je voulais faire, mais ça, si je vous l'écris en grec, ça va pas avoir de... Pourtant, ce sera important. Je vais faire du faux grec, ce sera bien comme ça. Donc, dialectique. Donc, ça va pas plaire aux académiciens, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, tout le monde comprendra. En gros, ça vient du grec, c'est pas du tout comme ça, évidemment, mais c'est pas la même, vous savez. Dialégestai. Donc, on a le dia, qui signifie séparer, mais aussi s'entretenir avec. J'écris mal. Donc, on retrouvera. On retrouvera la racine donc de dialogue, qui suppose donc déjà l'autre. Donc, ça veut dire que dans le dialogue, dans la dialectique, on suppose déjà d'entrée que ça positionne l'un et l'autre, de la même manière qu'on le positionne dans le dialogue. Et de l'autre côté, on va retrouver les gestai, donc sans doute, à quoi ça fait référence, à votre avis? Non, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Puisque c'est un discours qui est en lien, on dialogue les uns avec les autres, il y a quelque chose qui rentre en jeu, c'est... Ah mais si, allez. C'est le lien. De quoi? Le lien, non? Mais non, les gestai, c'est... Ah bah excuse, leg, ça peut faire le lien. Vous voyez pas? Non. Bon bah c'est logos. Le discours, la raison, dont on a déjà parlé. Donc ça va être le discours, le dialogue, L-O-G-O-S. Ça va être le discours, le dialogue qui est conduit par la raison pour justement faire sortir de l'un et de l'autre les contradictions et essayer de dépasser tout ça. Donc la dialectique... la dialectique, c'est aussi une sorte de triangle. On a déjà parlé. C'est, d'ailleurs, on le reverra assez vite probablement avec Rousseau, dont on dit souvent qu'il est, enfin souvent, plusieurs thèses qui montrent que Rousseau est un fort dialecticien, notamment dans la critique du libéralisme libertaire de Michel Coscar, où la première partie est consacrée justement à montrer le génie dialectique de Rousseau, dont Engels dira plus tard qu'il pose les prémices du matérialisme dialectique, que c'est l'homme du droit, de la même manière qu'on avait vu que c'était le vrai et le faux qui constituaient par leur rapport contraire et contradictoire à la vérité, et qu'il était nécessaire d'avoir les deux. Eh bien, par exemple, chez Rousseau, on va voir une philosophie du bonheur s'inscrire dans une période où d'un côté on a Robespierre avec la vertu et de l'autre côté Sade avec le sadisme. Donc ça va être ce juste milieu qui, comme je vous l'avais dit d'ailleurs au moment où on abordait la critique du sophiste par l'intermédiaire des arguments rhétologiques fallacieux, qui est au milieu parce qu'il est juste et non pas juste parce qu'il est au milieu. Donc il ne s'agit pas juste de prendre le milieu comme ça, mais c'est parce qu'il est juste, c'est une voie, c'est un dépassement qui comprend ce qui a été établi jusqu'ici, et qui en même temps tente de le dépasser pour ne pas tomber dans ces extrêmes-là aussi. Donc c'est ce lien, et ça va aussi être ce lien avec, j'en ai parlé à maintes reprises, peut-être même à chaque cours, on retrouve la base du dialogue dans la dialectique, c'est ce lien entre moi, l'autre et la vérité. Platon dira aussi qu'il faut produire un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un processus dialectique à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on pose, par exemple, une opinion, l'opinion qui est la nôtre sur telle chose, je sais pas, je pense que cette table est ronde. Et je la confronte à la réalité objective, au réel, et à moi-même. Et du coup, je me pose ces questions-là. Et donc, il y a un dialogue intérieur de l'âme, interprétez-le comme vous voulez, de l'intellect,
avec elle-même. Donc il y a ce processus dialectique où on va faire entrer les contraires ensemble et où on va procéder par exclusion du faux. Et c'est d'ailleurs cette sorte de triangle qui, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'on l'entend trop souvent et c'est faux, qui a valu à Hegel d'être résumé à ce principe de thèse, antithèse, synthèse, où bien trop souvent, thèse, antithèse, synthèse signifie je pose une thèse 1, je pose une thèse 2, et dans la synthèse, je fais un Louis-Vulga de la thèse 1 et de la thèse 2, ce qui n'est absolument pas ça. J'avais un professeur, mais d'ailleurs qui ne l'a probablement pas inventé, qui disait toujours qu'il fallait se méfier justement du plan thèse, antithèse, sous-thèse, parce que la synthèse, c'est pas simplement le fait de mettre ensemble la première et la deuxième thèse, ça n'a pas de sens. Il faut conserver ce qu'il y a à conserver et en même temps montrer qu'il y a un dépassement à tout ça. Donc ça prend du temps, mais... Et donc les arguments qui passent par le logos vont être, dans la dialectique, favorables ou défavorables à une thèse et une antithèse posées, pour aboutir justement à cette synthèse qui tente de dépasser la contradiction. J'en avais déjà parlé aussi, c'est ce qu'on appelle l'Aufhebung, qui n'a pas de traduction. Pierre avait tenté de nous en donner une, mais malheureusement il n'y a pas de traduction correcte, puisque c'est voilà, ce principe de conservation-dépassement ou de conservation ou de suppression-dépassement. Mais conservation-dépassement est quand même ce qui correspond le mieux à l'allemand. Est-ce que je vais trop vite? D'accord. Comme je veux que tout rentre dans l'heure, je vais aller plus doucement. Est-ce qu'il y a besoin que je répète là? Non, non. Ok. Je regarde la vidéo. Non mais dis-moi au pire, c'est pas dérangeant. Autant que je sois là pour quelque chose. Tu vois. Du coup je me suis perdu moi. Oui, donc du coup la dialectique, elle présuppose aussi, comme le fait de penser et de nommer, elle présuppose un découpage dans une unité originelle. Il y a une unité brute, originelle, qui est que par exemple si nous nommions pas les choses, on aurait des difficultés à les distinguer. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, et c'est pour ça que j'ai emmené ma Bible, que Dieu donne à Adam le pouvoir de nommer les choses. Il est écrit, donc c'est Genèse 2,19, « L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. » Et donc en fait, quel pouvoir, qu'on soit croyant ou non, l'important c'est justement de voir l'importance que ça a, d'autant plus dans une culture helléno-chrétienne qui est la nôtre, c'est que Dieu donne à l'homme le pouvoir, quasiment le même pouvoir qui est le sien, c'est-à-dire de devenir maître et possesseur, non pas de la nature pour paraphraser Descartes, même si c'est le cas aussi, mais des choses qui l'environnent. Et donc c'est parce qu'il va nommer les choses qu'il va pouvoir quelque part en prendre le contrôle et diriger et distinguer ces choses-là des autres, comme on a pu le voir. Je le disais l'autre fois, le lion quand il est dans la savane, il ne dit pas je suis dans la savane, quoi. Le poisson quand il est dans l'eau, il ne dit pas je suis dans l'eau. Alors que vous êtes à même d'avoir conscience de vous-même, et on le reverra d'ailleurs avec Hegel. Donc ça c'est important. Et la baleine, comment on sait si elle note pas les choses? Parce qu'apparemment on dirait qu'elle aurait... Oui, il paraît qu'elle a un langage... Elle aurait un langage plus complexe que le nôtre encore. Mais après, elle a un langage, c'est pas pour ça qu'elle a une langue, j'ai déjà fait la distinction aussi. Ça peut être... Moi je suis pas un spécialiste des baleines, tu vois. Mais alors l'important... Non mais la question est intéressante. Donc l'important... aussi, c'est de voir comment se constitue leur langue et quelle est leur organisation sociale. Est-ce qu'elle nomme vraiment les choses? Elle peut avoir un langage avec les autres baleines qui lui permet justement d'échanger, et après c'est de voir est-ce que ce langage-là est induit par l'instinct ou est-ce que justement c'est une langue et qu'il est retravaillé. C'est-à-dire par exemple, est-ce qu'elle est capable de faire des discours à portée, est-ce qu'elle est capable de faire l'équivalent de la poésie, tu vois. C'est ça en fait. C'est-à-dire que par exemple, est-ce qu'elle a la capacité, il y a un très bon livre qui ne parle pas que de ça, mais bon, il est un peu compliqué, je ne sais pas si je devrais le recommander, qui s'appelle La métaphore vive de Ricoeur, et où justement, quand on dit le soleil se lève, par exemple, c'est déjà une métaphore, parce qu'il ne se lève pas, il ne se couche pas. Donc en fait, notre langage est bourré de métaphores, on a un langage qui est proprement poétique en fait. Et donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Par contre, pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, et donc elle ne détermine probablement pas son environnement comme nous on le fait. Après, moi je suis pas dans la tête des baleines, mais à voir aussi
à l'avenir comment ça se développe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme, lui, le fait. Donc c'est pour le moment ce qui m'intéresse. Donc en posant les choses et en nommant justement les choses, on va faire sens et on va donner une identité. Et donc, en donnant une identité aux choses, on va aussi leur donner une essence, c'est-à-dire on va poser ce qui les constitue. Si je dis ça c'est une table, et bien les tables, et ça pour le coup, sur le principe c'est figé, à partir du moment où on est tous d'accord pour dire que c'est une table, bien que ce ne soit pas si évident, puisque on en a déjà parlé aussi, et Hegel nous dit ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu est mal connu. Comment définir une table? C'est pas ce qu'il y a de plus évident, parce que si on dit elle a 4 pieds, ben celle-ci elle n'a pas 4 pieds, pourtant c'est une table. Si on dit elle est en bois, vous avez déjà vu des tables en verre. Si on dit elle est carrée, vous avez déjà vu des tables rondes. Ça peut durer longtemps comme ça. Donc il va falloir voir quelle est la fonction de la table, quelle est la mise en accord qu'on a, le lieu, etc. Mais du coup, c'est pas si évident. Mais à partir du moment où on a nommé, et c'est justement pour ça qu'encore une fois c'est un dialogue, eh bien on pose l'identité de la table, et c'est pourquoi les Grecs diront aussi que parler et penser, c'est la même chose, qu'il y a un accord entre les mots et la pensée. Ça, c'était pour en finir de manière générale avec la dialectique et annoncer le sophisme. Donc, pourquoi est-ce que je choisis de vous le faire étudier? Il y a 4 points principaux à cela. C'est évidemment, je l'ai répété maintes fois, vous en doutez, donc qu'il y a à l'intérieur de ce dialogue les rapports du même à l'autre, et donc on va y voir les principes dialectiques, dont on va donner aussi une définition. Il va y avoir aussi, à la toute fin, la démonstration de ce qu'est un concept, que je définirais personnellement comme l'abstraction d'un multiple concret, notamment dans ce dialogue-là, on y reviendra, c'est-à-dire, bon là ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs définitions du sophiste, et que donc le sophiste va être ce qui englobe l'ensemble de ces définitions. Il va y avoir des définitions très concrètes, qui vont être le sophiste comme chasseur intéressé de jeunes gens riches, comme négociant itinérant, puis comme producteur de fantasmes, je vais y venir juste après. Et du coup, le sophiste est un concept, parce qu'il est le concept qui justement est une abstraction, qui n'a pas de réalité concrète. Est-ce que jusque-là je me... Non. En fait, d'abord j'aimerais bien avoir la description de ce que c'est le sophisme. Ben, ça va être tout le... C'est ça. Ça va être tout le long en fait. Pour l'instant, j'arrive pas à Et c'est pour ça que c'était mon introduction, de vous dire justement, on verra au fil du cours ce qu'est le sophiste et pourquoi est-ce que c'est un concept. Et donc il y aura, c'est pour ça que tout s'ensuit, il y aura aussi une initiation à ce qu'est la philosophie par la division et la méthode, ce qu'on va voir juste après. Et en même temps, ce qui est intéressant dans le sophisme, c'est qu'on va voir aussi qu'est-ce qu'il y a de similaire avec le philosophe et qu'est-ce qui distingue le philosophe du sophiste. Et donc on peut en tirer, encore une fois, aussi une partie de la définition de ce que peut être un philosophe, de ce que peut être la philosophie par opposition, justement, au sophisme. Parce que si le sophiste se prétend philosophe mais qu'il ne l'est pas, alors qu'est-ce qu'un philosophe? Donc Platon va nous proposer justement 7 définitions au travers du dialogue, d'échanges entre tête-à-tête et l'étranger, va nous proposer 7 définitions par la méthode de la division. Ces 7 définitions, quelles sont-elles? D'abord, alors, je vous explique. Tous les dialogues de Platon, pour se repérer, quelle que soit l'édition, il y a des points de repérage, genre là 230D, 331B, qui correspondent à des passages dans le texte si vous voulez les retrouver. Donc ça veut dire que là je vous donne non pas les pages de l'édition, mais les références. Et donc à partir du moment où vous avez cette référence, si vous souhaitez le retrouver à un moment n'importe où, que ce soit sur Wikisource, que ce soit dans une autre édition, une édition très vieille ou quoi, et bien ça tombera pile dans le passage exact. Donc la première définition qui va être donnée, elle est dans le dialogue entre 221C et 223B. Et du coup, tête et l'étranger en viennent à la première définition qui est que le sophiste serait, on va voir pourquoi, un chasseur intéressé de jeunes gens riches.
Parce qu'évidemment, je ne vais pas trop y revenir, donc autant que j'y revienne maintenant. En gros, par la méthode de la division, ils vont en venir au fait, je vais vous expliquer ce que c'est la méthode de la division, ils vont en venir au fait que le sophiste pratique une chasse qui correspond au fait de récupérer, quelque part, les jeunes gens intéressés par le savoir, et moyennant finance, donc les sophistes se font payer, et bien il leur propose un savoir, mais un savoir sur un peu tout et rien. Le sophiste est à même, il est muable, il est à même justement de parler de tout et de tout et son contraire. Donc ça c'est la première définition. Puis, trois autres définitions rapides entre 223b et 224e. D'abord, ils vont le présenter comme un négociant itinérant, puis comme un détaillant, je vais y revenir, puis comme un artisan vendeur. Est-ce qu'il faut que je le répète? Ok. Puis une cinquième définition, 224e jusqu'à 226a, où le sophiste va nous être présenté comme un antilogique, puisqu'il est justement à même de dire tout et son contraire. On l'a déjà vu. Et enfin, les deux définitions qui nous importent le plus, dont la dernière qui est, en fait correspond aux trois quarts des dialogues. Donc la sixième d'abord. Le sophiste comme critique, c'est de 226a à 231e. Et c'est justement dans cette sixième définition qu'on verra les points communs qu'il peut y avoir avec le philosophe. Et enfin, la plus grosse distinction, après avoir vu justement les points communs, je rappelle que les distinctions aussi, elles se font toujours avec des choses similaires. On ne va pas demander qui est-ce qui distingue Ali de la chaise, ça tout le monde le sait, on s'en fout. Donc en fait, les distinctions, elles se posent sur... C'était bizarre quand même. Comme ça, C'était un peu trop... c'est bizarre. Les distinctions, elles se posent par rapport aux choses qui a priori se ressemblent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue par contre ce tabouret de la chaise, ou justement, qu'est-ce qui distingue le sophiste du philosophe? Parce qu'a priori, ça se ressemble. Et c'est tout le problème. On va y revenir encore une fois. Et enfin, septième définition, de 232a à la fin du dialogue, en fait, 268d, où là, le sophiste va être présenté comme un producteur de fantasmes ou faiseur d'illusions, puisqu'il est dans le faux semblant. Alors, comment est-ce que Platon va procéder? J'aurais pu la réécrire si j'avais eu un truc correct. Mais je vous mets au début. Donc du coup, le dialogue commence. Je vais vous lire au début quand même, comme ça sera plus clair. C'est dommage que personne l'ait. On aurait pu faire comme ça un dialogue et lire tout seul, c'est chiant. Mais... D'ailleurs, c'est très drôle. Au début de ce dialogue, c'était pas prévu, mais quand même. Socrate prend la parole au début et nous dit « Ces hommes prennent les apparences les plus diverses pour parcourir les cités, au milieu de l'ignorance populaire, et ceux qui sont réellement des philosophes, et non pas ceux qui le sont faussement, regardent d'en haut la vie des gens d'ici-bas. C'est ainsi que, pour quelques-uns, on ne peut leur concéder aucune valeur, tandis que pour les autres, ils sont dignes de tout. Ils revêtent parfois l'aspect d'hommes politiques, d'autres fois de sophistes, ou bien encore ils peuvent sembler complètement fous. » Donc le sophiste est très muable. Et il nous invite à distinguer, là Théodore, à qui il discute au début, lui dit « Mais de qui parles-tu? Du sophiste, du politique et du philosophe ?» nous dit Socrate, parce qu'apparemment, voilà, les trois peuvent se confondre. Et c'est pour ça qu'on va tenter de les distinguer. Bref, bon, je ne retrouve plus parce que je l'ai bien noté. Donc au début, là, l'étranger était à tête discute, et donc l'étranger propose une méthode de travail dans le dialogue au tête-à-tête. Il lui dit « Procédons par division ». Exemple, prenons un exemple, on va dire une sorte de grammaire essentielle qui, à partir de cet exemple-là, va nous permettre d'analyser tout ce que l'on veut définir, que ce soit un homme politique, que ce soit le sophiste, que ce soit une penderie, ce ne sera pas tout à fait pareil. En tout cas, voilà. Et donc, ils vont tenter de définir la pêche à la ligne. Et c'est pas si anodin que ça par la suite, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de rapports. Le pêcheur est aussi un chasseur qui va quérir sa proie et qui tente de la faire lever, mais qui est aussi quasiment ce qu'il y a de plus difficile. Donc, il y a des liens entre le sophiste et le philosophe aussi. La pêche à la ligne.
Donc au début, ils commencent par se mettre d'accord sur le fait que la pêche à la ligne, bon, ils se demandent est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est un art? Question classique chez Platon. Alors est-ce qu'il y a une science qui se pose de la pêche à la ligne? Est-ce qu'il y a vraiment une science exacte qui fait on va procéder de telle manière et donc à tous les coups on va pêcher quelque chose, ou est-ce que ça dépend quand même davantage de la personne qui est derrière ou un peu des deux, et donc est-ce que ça relève pas plutôt de l'art ou de la technique? Et donc ils se mettent d'accord sur le principe que ça relève de l'art. Donc après, la question qui vient se poser, c'est est-ce que c'est un art qui relève dans ce domaine-là de la production ou de l'acquisition? C'est-à-dire, au niveau de la production, est-ce que c'est un art qui relève de l'agriculture, de l'imitation, etc. ou plutôt de quelque chose qui s'apparente à l'acquisition, c'est-à-dire connaissance, gain pécunier, etc. Et là, ils se mettent d'accord sur le fait que c'est un art qui relève de l'acquisition, puisqu'on y va, on ne cultive pas, on y va, on pêche le poisson, donc c'est un art qui permet d'acquérir quelque chose, on acquiert le poisson. Donc du coup, il y avait deux choix, soit c'était un art de production, type agriculture, soit un art d'acquisition. Et donc ils se mettent d'accord sur le fait, a priori, que bon, c'est un art plutôt d'acquisition. À la suite de quoi, par rapport à cet art d'acquisition, il se pose la question, est-ce que c'est un échange de gré à gré? C'est-à-dire, il y a une acquisition, mais j'échange avec telle personne et telle autre, qui me donne quelque chose, ou qui loue quelque chose, ou bien est-ce que c'est un art de la capture? Prendre par l'action, notamment chez le sophiste, l'action de la parole. Et donc ils se mettent d'accord sur le fait, évidemment, que c'est un art de la capture. Donc soit l'acquisition par échange, soit l'acquisition par capture. Bon, j'ai pas de suite, donc on s'arrête là. Et donc petit à petit, je passe vite pour pas qu'on passe non plus l'heure là-dessus. De l'art de capturer, ils en viennent à distinguer si c'est de la lutte ou de la chasse, ce à quoi ils se mettent d'accord pour que ce soit plus relié à la chasse, parce que ça s'apparente a priori, dans l'avancée de la division, plus à quelque chose qui se fait de manière, non pas de rival à rival, mais d'un pêcheur qui va chercher le poisson, donc qui s'apparente davantage à la chasse. Après, ils cherchent si c'est d'un genre plutôt animé ou inanimé. Ils en décident que c'est d'un genre plus animé, vu que le poisson bouge. Est-ce que c'est d'un genre pédestre ou de genre des vivants nageurs, comme ils le disent? Bon, bah, c'est évidemment des genres des vivants nageurs, puisque c'est des poissons. Donc si c'est ce genre des vivants nageurs, eh bien, est-ce que c'est une chasse aux oiseaux ou est-ce que c'est la pêche? Donc là, ils en décident que c'est la pêche. Enfin, ils en viennent au fait que c'est une pêche qui se pratique à l'aide d'hameçons, de tridents, etc. Et donc, à la fin, est-ce que c'est une pêche au trident ou à la ligne? Ils en viennent à une pêche à la ligne. Donc ils arrivent petit à petit à définir par la méthode de la division ce qu'est la pêche à la ligne. C'est-à-dire un art d'acquisition qui constitue à capturer des genres de vivants nageurs vulnérables par des techniques d'hameçonnage ou techniques de pêche à la ligne. Voilà. Donc c'est ainsi que Platon, là c'est un exemple, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est drôle, parce que je suis un gros connaisseur de la pêche à la ligne. Mais exactement. Voilà. C'est exactement ça. Les baleines, la pêche à la ligne, tu maîtrises. Donc du coup c'est... Pêcher des baleines avec à la ligne, c'est difficile. Du coup c'est sur ce principe-là que donc vont s'étendre les dialogues. Comment est-ce que procèdent les dialogues socratiques? Donc j'en ai parlé, c'est ce qu'on appelle la maïotique. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, la maïotique? Putain, même Ali, il sait pas ce que c'est. Non, c'est quoi ça? Putain, tu sais pas non plus? J'y suis, mais... Oh, non, mais alors ça par contre je peux pas entendre. Ça c'est... La malhonnêteté. Mais il va se ressouvenir au fur et à mesure. Il a su, il a oublié et il va se ressouvenir. C'est ça qui est... Je peux te dire tout ce que c'est pas d'abord. Bah, bref, alors du coup la maïotique ça signifie faire accoucher les esprits justement. Faire accoucher les esprits. Oui, ça me revient. Alors vas-y, ça me revient. Quoi? Faire accoucher les esprits. Oui, en gros, c'est la méthode par laquelle Socrate dit qu'il fait accoucher les esprits. En gros, justement, parce que sur le principe, nous avons tous en nous, dans l'idée socratique,
les platonistes. Ah oui, le savoir. Voilà, le savoir. Et donc, on va faire émerger ce savoir. Donc, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est important. C'est que donc, on va faire confronter les opinions à l'intérieur de nous. C'est ça le processus dialectique aussi. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a su, qu'on ne sait plus. Et par la recherche, la division, c'est-à-dire par les contradictions au départ, donc on ne sait pas, on pose une opinion, il y a une opinion contraire, on les confronte, et petit à petit on avance comme ça, étape par étape, en essayant de faire en sorte que ce soit le plus juste possible, en aiguillant. Eh bien, il y a justement ce mouvement de faire accoucher les esprits, et c'est ça la maïotique socratique, qui termine bien souvent d'ailleurs, dans les dialogues de Socrate, par ce qu'on va appeler une aporie, c'est-à-dire une conclusion qui n'en est pas une, parce que finalement, il est difficile d'aboutir à quelque chose d'exact. Et donc, par quoi est-ce que cela se traduit dans les dialogues? Ça se traduit donc par des questions, c'est-à-dire que Socrate, ou l'étranger ici, va poser des questions toujours à double choix. J'en ai parlé maintes fois dans la République, par exemple, comme ça je reprends des exemples que j'ai déjà utilisés, quand il va voir l'artiste et qu'il lui dit le beau c'est quoi? Est-ce que c'est cette belle femme ou est-ce que c'est ce monument? C'est toujours à double choix, on travaille par division comme je l'ai fait là, et donc on choisit qu'est-ce qui correspond le mieux. Socrate est là pour orienter le discours, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, et c'est là, et c'est pour ça aussi qu'en fait on ne voit jamais de philosophie à la télé, c'est tout l'inverse. C'est qu'en fait Socrate, ce qu'il produit c'est un dialogue et un discours où il cherche la vérité et pas le pouvoir. C'est-à-dire que s'il voulait, ça pourrait être un discours de pouvoir au sens où il va laisser parler l'autre, et puis par-dessus, lui va venir et va ramener sa science en un sens et le détruire. Ce sera un clash, ce sera beau, ça fera vendre, c'est bien, mais c'est pas ça qu'il cherche, en fait il s'en fout. Parce que ce qu'il cherche à ce moment-là, c'est pas lui à dire hey, moi j'ai la vérité, c'est de la faire émerger de l'autre et que l'autre comprenne que justement il y a des contradictions internes et qu'il en vienne petit à petit à dénouer tout ça et justement à faire accoucher son esprit, c'est ça. Donc il va exiger de faire dépasser justement ce qui est déjà en nous et faire muter les contradictions. Mais par tout ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi ce principe de la division, c'est que c'est un long chemin, on l'avait vu avec l'allégorie de la caverne, il faut y aller petit à petit, il faut sortir. Qu'est-ce qu'il nous dit Socrate dans la République et dans l'allégorie de la caverne? Il nous dit qu'il faut y aller doucement, sinon on est aveuglé, parce qu'on sort trop vite, et d'un seul coup passer du noir d'un seul coup au soleil, eh bien ça nous éblouit complètement, et en fait ce qu'on aurait dû voir comme la vérité, on ne voit rien du tout. Donc il faut y aller étape par étape et nous emmener. Sauf que souvenons-nous, je vais faire une mini caverne. Je me doutais quand il me demandait quand est-ce qu'elle regarde. Ali va venir nous faire une caverne. Non, mais tu parles. Si tu veux, je te couperai, on laissera que ta caverne. Mais par contre, tu viens nous faire une caverne. T'es malade. Le soleil, lui, il n'y a que l'illusion en fait. Le soleil, la réalité, tout ça, ça existe pas vraiment. Il n'y a qu'un feu. Ah oui, d'accord, il y a le feu. Voilà. Non, mais voilà, l'important c'est qu'il se soit souvenu, qu'il soit ressouvenu, peut-être, que justement c'est là qu'intervient le sophisme. C'est que la marche, elle est difficile, mais elle est d'autant plus difficile que tout au long de leur vie, malheureusement, oublions pas que c'est nous, hein, Platon nous dit bien, c'est nous dans les cavernes. Eh bien, il y a en permanence des sophistes, les faiseurs d'illusions, qui agitent des ombres et nous font croire à la réalité qui n'en est pas une. Et le philosophe doit lutter contre ça, c'est ça qui est très compliqué. Donc du coup, comment est-ce qu'il va procéder? On l'a vu avec la division aussi. Il va d'abord commencer, et c'est là déjà le début de la dialectique aussi, on en a déjà parlé, je vais forcément déborder, c'est évident, mais il va fonctionner par l'exclusion du faux. C'est-à-dire qu'on rejette d'abord, au lieu de poser, c'est pour ça aussi que c'est un discours qui fait émerger les contradictions et qui évite de poser comme vérité absolue quelque chose. Parce qu'on ne vient pas se dresser en disant bah, « moi je pense que c'est ça, mais moi je pense que c'est ça ». Non, on dialogue et on exclut le faux. Est-ce que la pêche à la ligne c'est un art de production? Bon bah non, c'est pas ça, donc on exclut, c'est pas un art de production. Donc probablement que c'est un art d'acquisition. Si c'est un art d'acquisition, alors lequel c'est? Donc on exclut le fait que ce soit
que ce soit une acquisition par l'échange. Voilà. Et donc, c'est le parcours, encore une fois, que fait le philosophe jusqu'à la contemplation et jusqu'au concept. On y reviendra. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de... En dehors de ma définition, dont je suis assez fier, mais que personne ne comprend, est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce que serait un concept, justement? Pour que moi, je vois... Ce qu'est un concept? Ouais, en philosophie, pas un concept car ou un concept publicitaire qui n'en sont pas, évidemment. Après, c'est pas grave, c'est plus pour moi, hein. C'est pas pour vous tester vous, c'est plus pour moi, voir dans quoi je dois coller. Tu vois. Si je vous dis des bêtises, je les couperai. L'idée, c'est le... C'est pas évident. Hein. Mais si, oui, enfin, c'est l'un à travers le multiple, mais c'est l'idée de quelque chose. Par exemple, il y a des pigeons, des moineaux. Ouais. Ça, c'est concret, et le concept, c'est l'oiseau. Ouais, ça c'est juste ça. Voilà. Voilà. Est-ce que du coup, c'est comme Mathieu vulgarise mieux que moi, est-ce que c'est plus clair? Un peu. Et c'est avec ta définition? Non, ma définition, on va en fait, c'est en gros, c'est les choses en général opposées aux choses concrètes, en fait. Par exemple, les hommes... opposé, je sais pas. Enfin, pour faire la distinction... Si tu as un concept abstrait, il a raison. Tu as un concept abstrait qui va être l'homme. Bah, l'homme, c'est un concept. Tu rencontres pas l'homme dans la rue, tu vois. Tu rencontres des hommes. Mais par contre, tu sais qu'un homme, c'est fait, grosso modo, bon, avec des exceptions, mais de deux bras, deux jambes, un cerveau, et voilà. Donc tu sais, bon bah voilà, l'homme c'est un concept. Et c'est comment est-ce qu'on en vient à ce concept? C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait la particularité et l'universalité qui soient complètes. Et c'est tout l'exercice philosophique qui est si compliqué, parce que le concept doit remplir la totalité. Ça c'est ce qu'on verra chez Hegel. Je sais pas si on verra en fait, mais en tout cas c'est développé chez Hegel. Voilà. Voilà, j'essaie de, comme ça au moins vous avez une définition qui n'est pas complète, mais qui au moins vous permet d'assimiler et de comprendre. La dialogue de l'âme avec elle-même, bon, on l'a déjà vu finalement. Donc, voilà. Excuse-moi, c'est quoi le lien avec l'exclusion du faux là? Tu parlais de la méthode. C'est que l'exclusion du faux nous amène au concept. À force, on va aboutir à des définitions. Et c'est ces définitions qui, une fois qu'on aura l'exactitude de ce qu'est une chose, genre le sophiste, eh bien, par exemple, aussi le terme de prolétaire est un concept. Et c'est pour ça que c'est souvent juste, parce que c'est quelque chose qui va au-delà de la réalité et qui en même temps la décrit au mieux. Bref, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, parce que c'est pas le sujet, c'est pas le plus important que vous ayez à comprendre, c'est juste que j'avais pas envie de vous perdre, mais c'est pas le plus important là. Bref. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà perdu. D'accord. Ça te fait arriver. On va entamer direct, comme ça, au moins, il n'y aura pas de soucis. Alors, donc on attaque. C'est dommage que vous n'ayez pas le texte. Si on avait les fonds de l'éducation nationale, on aurait fait des photocopies. Là, on ne les a pas. Donc, non. Voilà. 221C. D'ailleurs, on va la passer parce qu'on s'en fout en fait. En plus, il fait les bonnes notes, mais c'est pas les bons. Non, mais c'est parce que voilà, j'avais noté à mon avis la référence, puis je m'étais dit, oh, voilà. Du coup, je vous le lis quand même pour l'attente. La première chose que nous avons cherché était de savoir s'il fallait considérer le pêcheur à la ligne comme un profane ou comme quelqu'un possédant une certaine technique. Tétête lui dit oui. L'étranger, eh bien, Tétête, que dirons-nous maintenant du sophiste? Doit-on considérer comme un profane ou doit-on prendre le sophiste au pied de la lettre? Blablabla. Et il finit par lui dire, il me semble que les deux sont des chasseurs. Donc en anglais, en fait, il est intéressé par les jeunes gens riches. Mais c'est pas la plus importante. Ça, c'est encore une fois, ça nous montre plus la méthode. C'est ce qui nous intéresse le plus ici. Ensuite, il va être défini en 223b, si c'est exact, c'est ça. Selon le raisonnement que nous venons de suivre, à ce qu'il semble, tête, la chasse qui consiste dans les techniques de l'appropriation, de la capture, de la chasse aux animaux qui marchent et qui sont apprivoisés aux hommes, aux particuliers pour un salaire et avec l'apparence de l'éducation, donc en gros ils se font payer et ils ont les apparences de l'éducation, qui s'exercent à l'égard des jeunes gens riches et de bonne réputation. Cette chasse, selon notre raisonnement, c'est la sophistique. Donc à partir de là, ils vont définir le sophiste comme un négociant itinérant. C'est-à-dire que
Le sophiste est celui, en gros, c'est la figure de l'expert. Pour que vous compreniez, c'est ça. C'est pour ça que c'est d'actualité, que c'est important. C'est-à-dire, c'est le mec qui n'est pas plus expert que vous et moi, qui par contre est présenté comme tel, va parler de tous les sujets. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on doit citer, est-ce que je cite des noms? Oui, vas-y. Non mais je sais pas, par exemple, je prends un exemple pas trop dangereux. Jean-Michel Cohen, par exemple, si vous voyez qui c'est le nutritionniste bon marché, là. Bon bah c'est un mec qui intervient à peu près partout. Un jour il dit que c'est bien d'être végétarien, un jour il dit que c'est bien de boire du lait, un jour il dit que c'est pas bien de boire du lait, un jour il dit que c'est dangereux d'être végétarien. Bon bah le sophiste, enfin ça dépend qui il paye en fait. Voilà, bon bah le sophiste c'est ça, c'était déjà ça à l'époque de Platon. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il le paye, aujourd'hui ça peut être des lobbies, ça peut être des groupes privés, etc. qui viennent et qui payent. Et lui en fait il raconte quoi, parce qu'il a la base, je sais pas si je reprends par exemple cet exemple-là, eh bien il va avoir la base, quelques concepts, pas au sens philosophique, mais les mots qu'il faut bien pour parler de nutrition, et il va vous tenir le discours que vous voulez, en fait, monnaie en finance, c'est-à-dire qu'il y a deux choix, et on en revient à Kluskar, pour ceux que ça intéresse, il y a deux choix, soit on décide d'avoir l'avis du philosophe, soit on décide d'avoir l'avis du sophiste, donc soit on décide d'avoir l'avis du philosophe, soit on décide d'avoir l'avis du mondain, c'est très facile d'avoir l'avis du mondain. Il suffit de rentrer, enfin c'est très facile, pas forcément, il y a des étapes, il y a des rites initiatiques. On nous parle très bien de Kluskar d'ailleurs, dans le capitalisme de la séduction et pas que. Il y a des rites initiatiques par lesquels il va falloir passer, ou il va falloir sortir meilleur que l'autre dans la société dans laquelle nous vivons. Ces rites initiatiques, ça peut prendre la forme de la boîte de nuit, de la fumette, etc. Et comment est-ce qu'on va passer, comment est-ce qu'on va créer la bande, et comment la bande va nous accepter, et jusqu'à devenir le mondain, c'est-à-dire avoir une culture mondain, lire les Inrocks, que ça fait bien, je vous compresse un peu le concept du mondain de Kluskar, mais en gros vous voyez. Et il y a deux choix, c'est-à-dire qu'après, le mondain qui est au plus haut, c'est celui qui quelque part aurait pu choisir aussi d'être philosophe. Le mec qui fait de la pub, qui est très haut et qui gagne des millions, il aurait pu choisir d'avoir une vie de philosophe, mais il a préféré la vie de mondain et l'argent. Bref, voilà. Je sais plus. Bon, tout ça, voilà pour vous dire que la première définition qu'ils en donnent, elle est très claire. Et quand bien même on en viendra à la 7e définition, ça ne remet pas en cause les autres définitions qui ont été données avant. C'est qu'il y a des apports. Et c'est justement parce qu'il y a toutes ces définitions différentes qu'on est obligé d'en venir à un concept. Parce que sinon, il faudrait dire, ah ben tiens, celui-ci, c'est un chasseur intéressé par les jeunes gens riches qui est négociant itinérant, artisan vendeur, et antilogique, critique, faiseur d'illusions. Donc on dit c'est un sophiste. Voilà. Donc, et c'est justement là un point qui le distingue fortement du philosophe, puisque le philosophe, lui, on l'a vu dans les précédents cours, est celui qui doit tenir le logos, c'est-à-dire la raison, le discours, dans une lignée droite. Or, le sophiste, il s'en fout, mais il s'en fout complètement. Il peut vous dire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il se fait passer pour expert en permanence, en fait. Il n'est pas plus expert que vous, mais il va vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que lui, il y a un mec, il y a un mec qui est spécialiste des questions identitaires, il y a un mec qui est spécialiste de la vie. On ne sait pas pourquoi lui, c'est mieux que les autres. C'est compliqué au possible, mais lui, c'est mieux. Et puis demain, il sera spécialiste de la Norvège. Parce que, comme il a eu un jour un master en finance et relations publiques, et ben, il peut parler d'à peu près tout, il est expert. Voilà. Mais là où ça peut se confondre avec le philosophe, c'est que, et on y viendra juste après, je risque de... Non, rien, parce que je risque de vous perdre. Alors, troisième définition qu'ils en donnent, c'est un négociant détaillant. Donc ça revient grosso modo au même. C'est, voilà, et qu'est-ce qui est la différence, c'est quelle cam il va vous vendre, en fait. Mais sauf que là, c'est la cam qui vous vend, c'est par les mots que ça passe. Et enfin, l'artisan vendeur en 4e définition, là aussi je passe vite, vous retrouverez sur le livre si vous voulez, c'est pas le plus important. Enfin, l'antilogique en 224E, si j'ai pas fait de bêtises. C'est ça, t'as dit? Ouais. Oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je pense que c'est toujours mes références. Donc, je pense que c'est bon. Donc, en 224E, voilà, en 3e lieu, si quelqu'un vient s'établir dans la ville pour acheter des connaissances, etc. Là, il va nous montrer que justement, encore une fois,
on y vient. C'est pour ça que ces 5 premières définitions sont très liées finalement, et ne sont pas celles qui nous importent le plus. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, voilà. Bon, grosso modo, là vous avez les 5 premières définitions, et là vous allez avoir la 6e qui doit se terminer à peu près là, donc qui est quand même un peu plus importante, et la 7e est là. Donc en fait, les plus importantes, c'est les 2 dernières. C'est pour ça que je passe assez vite. Donc c'est un antilogique, on l'avait vu avec les arguments rétologiques fallacieux, je viens de vous le montrer de nouveau, c'est que le sophiste est capable de tenir comme discours A et non A. C'est un peu de problème. Il pleut pas, ça dépend combien on va le payer, mais peut-être pas sur ces questions-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc enfin, d'abord, 6e définition, et c'est là que ça commence à devenir très intéressant. C'est pour ça qu'il faut une pause O. C'est que... Ça c'est pour combler, tu vois, ça meuble. C'est la musique, c'est comme les trucs d'appel, tu vois. Il faut, tu vois, le temps que je trouve la page. L'étranger dit en 226A, c'est ça. Vois-tu dès lors jusqu'à quel point nous disons la vérité, que cet animal était difficile à saisir et que, comme dit le proverbe, on ne peut pas le prendre avec une seule main. C'est-à-dire, on a tenté de le définir, seulement, le sophiste nous échappe. Parce que on essaie de saisir, de donner une définition, d'en donner une autre. Seulement, il peut correspondre à peu près à toutes les définitions, parce qu'il est tellement muable, il peut tellement se mouvoir dans différentes postures qu'il va prendre, qu'en fait, il nous échappe. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. On ne sait pas vraiment qui il est. C'est un jour... C'est ça, c'est un caméléon. C'est un caméléon social. C'est qu'un jour, il est directeur de Goldman Sachs, un autre jour, il est président de la Grèce, un autre jour, il est expert dans une conférence, il est ministre de l'économie, on ne sait pas. Il est tout à la fois. Donc, il est ni l'un ni l'autre, et c'est ça qui va être difficile à saisir. Il est, et donc, on en revient, c'est là que c'est intéressant, en 231A, je vais vous le lire d'abord, et puis après je vous en parlerai. 109, 231A, oui, de nouveau la musique. C'est ça, c'est qu'en fait, du coup, Platon introduit une comparaison très intéressante, qui vous permettra justement de la comprendre. Il nous dit, oui, comme le loup au chien, la bête le plus sauvage à la bête la plus improvisée, mais l'homme avisé doit être toujours en garde contre les ressemblances, car celles-ci sont un genre très glissant, admettant cependant qu'ils sont semblables, lorsqu'ils guetteront consciencieusement, la controverse sur les frontières ne sera certainement pas petite. Du coup, on reprend. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, il y a une différence entre le loup et le chien, la même, et entre le philosophe et le sophiste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du chien, il y a du loup, mais c'est pas pour ça que c'est un loup. Et que, quelque part, le chien se fait passer pour loup, en un sens. Et que, alors qu'en fait, ça n'est pas un. Le sophiste, c'est ça, il se fait passer pour. Il est dans le faux semblant, mais ça n'en est pas un. Et c'est là que ça devient très intéressant, quand même. Parce que c'est le propre du fascisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le fasciste, il arrive en période de crise, et il y a quoi? Il y a le fasciste et il y a le philosophe. Il y a celui qui tente d'apporter un discours rationnel, logique, sauf que pour détruire les slogans fascistes, il va lui falloir des heures. C'est tellement facile de dire, je sais pas moi, les discours typiques fascistes, tiens, il y a 5 millions de chômeurs, donc il y a 5 millions d'immigrés qu'on a entendu pendant des années, qui n'ont rien à voir, sans produire aucune analyse. Alors que le philosophe va devoir produire une analyse. Pourquoi est-ce que le capital a besoin d'immigrés? D'où proviennent ces immigrés? Est-ce que c'est des guerres qu'on a fait? Enfin, ça va prendre un temps fou. Alors face à ça, on aura un slogan. Et dans le même temps, bah, du coup, le fasciste va s'intéresser, va à la fois être du côté du capital, en leur disant, vous voyez, il faut les dégager, en même temps, bon, on peut en faire passer quelques-uns, et dans le même temps du côté des pauvres, du genre, ils viennent nous prendre notre salaire. Donc c'est ça le souci, c'est que, comme le dit très bien, comme le dit très bien Dominique, le fasciste, il se positionne, il y a un point A à un moment, il y a un point M, le milieu, entre A et B, et justement le problème du fasciste, c'est qu'il n'est pas du fasciste et du sophiste, c'est qu'il n'est pas clair, il participe à la fois de A et de B. Donc parfois il paraît plus rouge que les rouges, et parfois il paraît plus brun que les bruns. C'est ça le rouge-brun, c'est pas un truc anodin où maintenant on nous dit ouais, on essaie de nous mettre dans des cases et tout. Non, c'est très juste, c'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui influencent la vie politique,
et qui sont véritablement fascistes, parce que c'est comme ça que c'est né le fascisme. Soit il y a un discours clair, soit il y a un discours pas clair. Et d'ailleurs, ces personnes-là, au fur et à mesure que la crise avance, c'est ça qui est intéressant, et c'est d'ailleurs ce que je disais dans mon dernier article sur la contre-révolution sociale des revanchards, c'est qu'il y a des périodes, comme avec le boulangisme dont je parlais, qui est un mouvement politique à la fin du 19e siècle, la tendance début fascisante, assez réac, et où justement apparaissent, au fur et à mesure de la crise, ils se dévoilent. C'est-à-dire que ceux qui, a priori, je ne citerai pas de nom, parce que mais ceux qui, a priori, semblaient plus à gauche que la gauche, plus communistes que les communistes, et vous apportez du pain, du vin, du beurre, et le logo, ce passage, deviennent de plus en plus réac. Ça veut dire qu'ils réintroduisent la religion d'État, il faut tout pénaliser, d'un seul coup, ça émerge. Il faut une économie de petits producteurs. Parce que c'est ça, il faut le petit patron, le petit producteur, parce que il faut quand même. Le grand capital, c'est pas gentil, mais il prend un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? On va faire des fausses alternatives en permanence. C'est ça qui est profondément fasciste. Et donc c'est pas pour rien que ça a perdu des gens et que du coup, il y a comme argument « Ouais, mais chez les fascistes, il y en a plein qui venaient chez les socialistes. » Bah oui, parce que le sophiste gagne malheureusement trop souvent. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il est important d'être droit et de savoir où est-ce qu'on va. C'était la longue parenthèse. Alors, mais c'était la parenthèse importante. Discours long. Et c'est tout le problème, parce que voilà, le truc c'est que... Et en même temps, voilà, ça peut se confondre. Je vais reprendre là d'ailleurs, parce que, première définition, voilà, sur ce paragraphe-là, il est un peu long, je vais reprendre après. Il propose donc un autre moyen afin de rejeter cette présomption. Lequel ? Ils interrogent celui qui croit affirmer. Là, l'étranger nous parle donc du sophiste. Et du coup, c'est un point commun qu'on va avoir avec le philosophe. C'est pour ça qu'au début, il est difficile. Parce qu'a priori, il laisse apparaître des choses intéressantes. Il interroge celui qui croit affirmer. La pire phrase, pour terminer ce que je disais juste avant, c'est d'entendre, on en parlait l'autre fois justement, il y a des gens qui vous disent, retenez bien parce que c'est ça le pire en fait. Quand vous êtes bien formé, vous savez que c'est ça le pire. Quand on vous dit, ouais mais enfin il dit pas que des conneries, il dit du vrai. Ah il dit du vrai mais il dit du faux. C'est bien tout le problème, c'est que tout est mélangé. Quoi. Le mec est pas clair. Oui il dit des trucs de vrai. Voilà, moi je vois bien qui, mais bref. Et du coup ça plaît, parce que bon, bah oui, il dit un petit peu de vrai à tout le monde, et donc un petit peu de faux pour les autres. Forcément, il ne peut pas dire un peu de vrai à tout le monde, et que ce soit tout le temps vrai pour tous. C'est un petit peu de vrai à un tel, donc c'est un petit peu faux pour l'autre, mais l'autre on lui donne un petit peu de vrai aussi, donc il est content, ils font son truc. Donc il faut créer une alliance, et c'est une alliance gloubi-boulga, on ne sait pas qui sort avec qui, et puis à un moment, ça va, donc on désigne un ennemi commun. Vous voyez comment ça se crée le fascisme et comment ça se structure. Donc là, je vais me faire traiter de gauchiste et tout, parce que ça les amuse. Mais parce que c'est ça, c'est l'attaque. Vous voyez, c'est l'argument mondain et l'argument sophistique. On répond sur ma personne, on ne répondra pas sur les faits. Parce que les faits, on peut clairement les établir. Et le fascisme avance petit à petit comme ça. Je voulais terminer une phrase que je n'ai pas terminée, là, il y a 2 secondes, mais c'est pas grave. Alors, ils interrogent donc, les sophistes, celui qui croit affirmer, lorsqu'en réalité il n'affirme rien. Il est facile pour eux d'examiner par la suite les opinions de ceux qu'ils ont ainsi tant désorientés. Donc, il y en a un qui arrive, qui arrive avec une opinion. Je vais reprendre le même exemple, comme ça on ne se perd pas. Il est très bas, très concret, comme ça fonctionne très bien. Il y a tiens, l'autre arrive, et toi tu te dis, parce que je prends tout le temps Ali, le pauvre, ah non, j'aime bien être... Bon alors Ali, il arrive, parce qu'il aime bien être cobaye, donc Ali il arrive et il me dit, bah une table, moi c'est un truc à 4 pieds et rond. Ah du coup je lui dis, bah non, une table c'est pas à 4 pieds et rond quoi. En gros c'est ça, il les désoriente, parce que bon bien sûr là c'est pour qu'on comprenne, en principe il se présente quand même avec une thèse un peu plus compliquée, parce que sinon il est facile pour eux donc d'examiner par la suite les opinions de ceux qu'ils ont ainsi tant désorientés, puis une fois les arguments systématisés, de montrer que les mêmes opinions sont contraires en même temps sur les mêmes sujets, sous les mêmes rapports, dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils vont perdre complètement l'interlocuteur en lui disant « mais en même temps, tu avais raison, la table c'est aussi rond et c'est carré ». Et ils vont utiliser des outils rhétoriques pour lui montrer que finalement la table c'est forcément rond et avec 4 pieds, ce qu'il avait dit au départ, donc il est complètement retourné. Et ce qui n'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que ça montre les usages du discours en un sens. Alors les interlocuteurs, voyant cela, se mettent en colère contre eux-mêmes et deviennent plus doux face aux autres.
Ils se libèrent ainsi des solides et prétentieuses opinions qu'ils avaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que du coup, ils sont arrivés avec une opinion première et ils se rendent compte qu'on peut la défendre de telle manière ou la défendre de telle autre sorte. Donc du coup, il y a une contradiction. Et c'est ça, ça les fait travailler eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, on les bouscule, quoi. C'est ce qu'on dit souvent, on essaie de bousculer la personne. Elle est enracinée, elle a les yeux fermés, et on l'invite simplement à ouvrir les yeux et à la bousculer un petit peu. Non ? Qui ? D'accord, pardon. Donc, qu'ils avaient d'eux-mêmes. Libération qui est très agréable pour celui qui écoute, et fondement solide pour celui qui l'a subi. C'est-à-dire que celui qui écoute permet justement de faire émerger ça, et celui qui l'a subi, bah, ça lui permet justement de s'ouvrir à autre chose. À partir du moment où il l'accepte, c'est ça. S'il l'accepte pas, bah, il reste bien, il n'a pas compris, et il a décidé que non, ce serait comme ça. Enfin, c'est bien, c'est des bonnes infos, et puis c'est tout. En même temps, l'autre erreur serait de dire TF1 c'est systématiquement mal. Par exemple, il y a eu un reportage l'autre fois sur... bon, ok, c'est 99,9% du temps de la merde, mais parfois il y a des trucs qui passent. Il y a eu un reportage sur les liens entre l'intestin et le côlon qui était très bien. Ça durait 2 minutes, mais c'était bien. Et fondement solide pour celui qui subit. En effet, mon jeune ami, ceux qui purifient de cette manière pensent, comme les médecins, que le corps ne tirera pas profit de la nourriture qu'il reçoit avant de s'être libéré de ce qui l'embarrasse. Là, en fait, on pouvait s'arrêter, mais c'est juste que ça me fait plaisir par rapport à la nature. Et à propos de l'âme, ils sont du même avis. Elle ne pourra pas profiter des connaissances reçues jusqu'à ce que l'on les soumise à la réfutation. Comprenez bien là, le processus dialectique. Je vais y revenir. Et que grâce à cette réfutation, on lui fasse honte d'elle-même et on la débarrasse ainsi des opinions qui empêchaient la connaissance. C'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Il y a une opinion contraire, on tente de la dépasser, hop, on fait un pas en avant. Elle sera ainsi purifiée et ne croira à l'avenir savoir que ce qu'elle sait et non davantage. Et donc, c'est pas pour rien aussi que Socrate disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce qu'il faut partir, en fait. Et c'est déjà beaucoup, savoir qu'on ne sait rien. C'est déjà énorme. C'est déjà mieux que de savoir, que de croire qu'on sait tout. Tata. Elle est moins bien, au fil du temps, la chanson de transition. Et donc, 7e définition. Ça, c'était le critique, donc. Ouais. Et donc, c'est là qu'on voit des liens avec le philosophe, puisqu'a priori, le philosophe, qu'est-ce qu'il fait d'autre que, justement, essayer de faire émerger, d'essayer de faire sortir de la caverne. A priori, c'est à peu près pareil. Il pose des thèses en contradiction. Un tel vient avec une thèse, il lui pose en contradiction. Il essaie de lui montrer qu'il est dans l'erreur, ce qu'on avait vu au tout début. Je vous disais... au tout début, je crois, j'avais pris un exemple avec le Gorgias de Platon, où justement Platon met en contradiction son interlocuteur, Gorgias, qui lui dit d'abord bah, c'est la force qui doit régner. Et donc du coup, il l'emmène dans le dialogue, bon là j'ai pas tout en tête, mais il l'emmène à faire dire qu'après la force, en fait, il dit oui, mais la force c'est aussi l'intellect, du coup c'est plus la force physique. Mais il dit, bah alors, c'était quoi, c'est la force physique ou c'est l'intellect qui est le plus important pour dominer? Bref, voilà. Et donc, a priori, si on s'arrête là, le sophiste, il produit quelque chose d'intéressant. Il est quasiment comme le philosophe dans le point de départ. Et donc, on en vient à la 7e définition, en 232. Ah! Et donc, il va consacrer l'ensemble du livre. Donc, je ne vais pas m'arrêter à tous les passages, sinon il faudrait que je m'arrête tout le temps, ou alors il faudrait faire une lecture suivie, ce qui pourrait devenir un peu chiant. Je vous laisserai vous y reporter, d'autant plus que le texte est disponible en ligne. Tous les textes de Platon sont disponibles en ligne. Après, il y a des traductions plus ou moins bonnes, mais grosso modo, une fois que vous aurez l'appui, c'est aisé à comprendre et vous pourrez vous en resservir. Donc, la 7e définition, c'est le sophiste comme producteur de fantasmes. Alors, je vais d'abord m'arrêter pour terminer justement sur... parce que comme ça, on verra peut-être la suite sur... Je vais vous faire une introduction sur la fin, parce que c'est là que se déploie la dialectique. Et je vais terminer aujourd'hui, je pense, sur le sophiste, et on reprendra l'ensemble un peu plus tard, vu que l'heure est déjà passée. Donc, le sophiste est producteur de fantasmes. On l'a vu, c'est le petit bonhomme moche qu'Ali nous a fait. Merci, ça. Toi qui dessines si bien. D'ailleurs, mais c'est le marqueur qui était... Ah, tu vois, je savais que c'était le marqueur. Et donc, du coup... c'est un faiseur d'illusions. Donc c'est-à-dire qu'il crée complètement l'inverse de ce qui est projeté. Parce que la différence entre l'illusion et l'erreur, c'est que l'erreur, elle est facile à corriger, puisque
si je fais un exercice de mathématiques et qu'il y a une erreur, on va me montrer, ah bah là, tu vois, tu as fait une erreur, il suffit de corriger juste ce point-là, puis tu comprends le raisonnement, bon bah ça va, on l'a fait plus. Or l'illusion, c'est quoi? C'est qu'il y avait un choix multiple et finalement on a choisi l'exact opposé de ce qui est le réel. L'illusion, c'est ça, c'est qu'on est dans l'exact opposé. C'est-à-dire que bah, c'est la caverne. Là, on est dans l'illusion, là, on est dans le réel. Bah, c'est l'exact opposé. A priori, c'est pareil, mais c'est complètement inversé. C'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que l'illusion est si difficile. C'est qu'a priori, l'illusion, c'est propre de la sophistique. C'est qu'a priori, ça paraît tellement vrai que ça peut être que le vrai. Donc du coup, c'est difficile de sortir quelqu'un de l'illusion. Ah oui, le Truman Show. C'est ça. Voilà. Mon exemple concret, merci. Voilà, c'est le Truman Show. Ah oui, tu vois, putain, les films, ouais, ça va. Tu vas nous faire les exemples concrets. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir et d'y croire après, parce que ça semble tellement vrai. Donc du coup, le sophiste va user, on l'a vu à plusieurs reprises, à ce moment-là, du discours, qu'un discours pour le réactualiser encore une fois, dont parlait Michel Clouscar, c'est-à-dire le discours de la séduction, c'est-à-dire le pouvoir du langage indépendamment du concept, justement. C'est-à-dire qu'on va avoir recours au langage, mais c'est un discours de séduction, il s'agit de plaire à l'auditoire, il s'agit que l'auditoire nous donne de l'argent, il s'agit que l'auditoire nous applaudisse, ah il y a eu un clash, c'est bien, ah Michel Onfray il est fort, bravo, ah il est bravo, hein. Il est content. Alors que finalement il n'y a rien qu'à progresser. C'est-à-dire qu'une vidéo, c'est-à-dire qu'une intervention, moi j'ai rien contre la... comprenez bien, hein, à chaque fois quand même que c'est jamais des jugements de valeur, c'est pas contre la personne, mais c'est contre le mécanisme, comment ça fonctionne. Ça a été intéressant. Michel Onfray, Jean-Michel Cohen, bref, peu importe. C'est des pions, il y en aura d'autres, il y en a eu encore l'histoire, il y en aura d'autres, malheureusement, c'est ça le problème. Le truc, c'est qu'une vidéo, le mec a fait un clash, tout est prévu pour, l'émission est faite pour ça, c'est un discours de pouvoir et non pas de vérité, à aucun moment on recherche la vérité, à aucun moment il y a quelque chose de très juste qui a été dit ou quelque chose qui nous a fait progresser, ou qui nous a émancipés collectivement. Mais par contre, pendant 2 semaines, la vidéo elle tourne parce que putain, il a dit un truc. Quoi. Et c'est vous dire à quel point, par contre, à quel point aujourd'hui on est mal et on ne se rend pas compte à quel point on est la force la plus importante quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mec qui se fait passer pour un prolo alors que c'est le mondain suprême, mais bon, monsieur a une maison à Caen, donc, et il se fait passer pour le prolo, et ça y est, on a l'impression qu'il nous défend un peu, ah, on est émerveillé, parce qu'il y a un tel vide, on est tellement meurtri, on est tellement, il y a tellement de répression sur le producteur, c'est une catastrophe. Hein. Et du coup, à la moindre lueur, fait... Et c'est pour ça que c'est absolument pas condamnable, c'est pas du mépris. C'est juste de comprendre les mécanismes et de les expliquer, c'est absolument pas du mépris, ça se comprend. Le truc, c'est de dire à quel point c'est dramatique et dans quelle situation historique on se trouve. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a un mondain qui se fait passer pour prolo, qui joue le jeu, la pièce de théâtre des autres, et là on dit « Ah, c'était bien ». Malheureusement, et c'est ce qui se passe, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que ce discours dont je le répète, qui est le pouvoir du langage indépendamment du concept, donc on va user du langage sans la philosophie, en gros, nous dit Clouscar. Il n'y a pas de sagesse, c'est un discours du paraître. Et le discours du paraître, c'est là qu'on va rentrer dans des notions difficiles, le discours du paraître, il anéantit l'être. Et le discours donc, du sophiste, c'est forcément un discours du paraître et du non-être. C'est-à-dire que ce qu'il dit est systématiquement ne tient pas. C'est systématiquement du faux, c'est du faux semblant. Donc à ce moment du dialogue, là on va entrer dans les considérations entre le non-être et l'opinion fausse et les liens avec Parménide. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est là on a déjà développé en grande partie ce qu'est le sophiste. La suite du dialogue va être consacrée pleinement à la dialectique. On va essayer je vais essayer de vous en parler assez rapidement, mais de sorte à ce que vous compreniez quand même. Du coup, avant qu'on fasse un point, voilà, le sophiste, c'est donc ce personnage qui, monnaie en finance, la plupart du temps, en tout cas, c'est pas obligé non plus, il peut aussi être très riche par avant, bref. Et au lieu de suivre une ligne directrice qui soit droite, et qui tente de produire un discours de vérité, va produire un discours de pouvoir et un discours qui est un discours itinérant, qui peut changer, qui peut muter, et où il va nous parler à peu près de tout.
c'est voilà, la figure de certains journalistes, la figure de l'expert, la figure parfois du politique, et qu'on rencontre souvent. Et ça peut aussi, pourquoi pas, être la figure d'une personne lambda au quotidien. Sauf que la différence, c'est que quand c'est un petit producteur inconnu, c'est un pervers narcissique. Quand c'est un politique, c'est normal. Donc bon. Donc, par l'intermédiaire de l'étranger, la théorie de Parménide qui nous disait le non-être n'existe pas. Il va falloir que je sois bien clair, donc vous me reprenez à chaque fois parce que sinon... Parménide, donc, il y a Parménide, philosophe contemporain, présocratique, contemporain de Socrate, pose que il n'existe que l'être. C'est-à-dire qu'il n'existe que des choses qui sont. Cette table est, Ali est, etc. Et il n'y a donc pas de non-être. Le non-être n'existe pas. Soit il y a de l'être, soit il n'y a rien, mais il ne peut pas y avoir de non-être. Pourquoi le définir? C'est quoi ce non-être? C'est quoi le non-être? C'est à ça qu'on va y venir, du coup. Et c'est tout le problème que pose la langue grecque, parce qu'elle identifie aux étangs ce qui est, en fait. Donc l'étang, c'est tout ce qui est. Donc là, cette table, c'est un étang. C'est l'étang de la table. L'être de la table... Putain, ça va devenir compliqué. L'étang, c'est quoi l'étang? Participe. Ah, le participe présent. Étang. Oui, voilà, un l'étang. étang, Voilà. Et du coup, l'étang de la table, ben, c'est une table. L'étang Et du coup, le problème de la langue grecque fait que tout ce qui est posé comme un étang. Or, le discours faux du sophiste, justement, eh bien, il suppose bien que ce qui n'est pas, c'est-à-dire que le discours qu'il propose, c'est du faux. Ça ne tient pas, en fait. Ça ne correspond pas à de l'être. C'est comme, en gros, pour reprendre un exemple très bas, le sophiste va vous dire cette table, il va vous convaincre que cette table, elle est ronde. Ben, elle n'est pas ronde, donc c'est faux. Et pourtant, en tant que discours, ça existe, donc c'est de l'être. Il y a bien un être dans ce discours. Ça je vais revenir sur l'ensemble. Je vais essayer de faire le développement, après on passe aux questions, et comme ça je reprends tout. Et donc, ce que va nous montrer Platon, et c'est pour ça aussi que je vous renvoie à la lecture, on pourra en reparler les autres fois, c'est pour ça que je préfère aussi en parler un peu maintenant, à la limite vous reprenez la lecture, au moins à partir de la 7e définition, à la limite vous passez le reste, et vous verrez les mécanismes qui entrent en jeu. Si je détaille tout là, on en a pour 6 heures. Donc, allez. Mais pas moi je veux bien, je suis chaud aussi. Non, je travaille quand même. Bref. Donc le souci c'est que dire, voilà, c'est le souci du langage et qui pose les rapports dialectiques, c'est que dire non-être, c'est déjà le qualifier d'être. Puisque quand je dis « ah, c'est du non-être », ce que je qualifie comme étant du non-être, ça devient de l'être, puisque je le signifie comme être. Ouais, c'est clair. Donc... oh, ça va, tu vas nous non, c'est bon, c'est là, c'est bon. De quoi? C'est le cerveau qui songe la queue, quoi. Tourne en rond. Enfin... Mais, du coup, parce que ça pose justement... Ça pose l'un et l'autre. C'est des enjeux très complexes et qui nous conduisent justement à tout ce processus à la suite. Ça change tout, c'est-à-dire que justement, on va voir aussi le fait que la contradiction est interne, etc. Et c'est ça qui crée du mouvement et qui s'oppose à la métaphysique, dont je vous ai déjà parlé, etc. Donc c'est pas si anodin que ça. Donc ça pose l'un et l'autre. Sauf que ce qu'on va voir, c'est est-ce que ça pose l'un et l'autre ou l'un dans l'autre. Et ça change beaucoup de choses, parce que, j'essaie de vous rendre ça plus clair, mais en fait, l'être et le non-être, finalement, ce qu'on voit avec la figure du sophiste, c'est qu'ils sont mêlés. Pour faire simple, retenez, je ne vais pas rentrer parce que sinon ce serait compliqué, et puis on ne fait pas des correctifs négatifs non plus. C'est moi qui ai trop d'ambition pour lui parler des trucs. Alors, retenez que ils sont mêlés et non séparés, l'être et le non-être. C'est-à-dire que donc la contradiction elle est interne. C'est-à-dire que le sophiste,
il produit à la fois du non-être qui est en fait de l'être. Donc c'est-à-dire qu'il y a les deux. On va en rester là. Et donc l'un est le produit de l'autre et réciproquement. Parce que, en fait, parler, le fait même de parler, c'est déjà mêlé de l'un et de l'autre. Si je dis par exemple, si je dis Ali est un homme, c'est forcément que, ou si je dis Ali est noir, c'est forcément que je le pose en opposition avec l'autre. Donc il y a l'un et il y a l'autre. Ça va ? Sinon ce serait une tautologie. Si je m'arrête à des principes qui n'apportent rien en comparaison avec l'autre. Si je dis justement, si je le définis simplement comme si je dis Ali c'est un homme qui a 2 jambes, alors on n'a pas grand chose. Par contre, si je le distingue par rapport à quelque chose que l'ensemble. Ça peut être une juriste. Oui, mais voilà, bon, ouais. Je savais qu'il allait me la tenter tout à l'heure. Ça manque de classe. Ah merde, il faut que j'ai l'air, tu vois, je vais aller le principe. Il prend encore. Du coup, le contraire, on y revient. Le contraire, il est pas à l'extérieur nécessairement, mais il est déjà à l'intérieur. Et c'est justement ce qui va produire le déploiement. Moi, tout ce que je veux que vous compreniez, plutôt que qu'on s'attarde là-dessus et où on prendrait des heures et des heures, je préfère qu'on avance et vous donner les outils pour bien comprendre après. C'est dommage parce que c'est intéressant, mais là, moi qui suis parti, je me suis dit, allez, c'est des fous, on va y aller. Mais, le contraire est dans le... Eh ben, le contraire est à l'intérieur et il n'est pas à l'extérieur. Et c'est justement ce qui déploie, c'est justement ce qui déploie, ce qui crée le déploiement des choses et de l'histoire. Je vous l'avais dit, c'est qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions dans l'histoire qui tentent d'être résolues. Et il y a des moments où ces contradictions-là, les contradictions humaines, sont résolues. Donc l'histoire, c'est ni plus ni moins que le mouvement permanent de la condition humaine qui tend à dépasser ses propres contradictions. Je vous le rappelle, je vous l'ai dit, je l'ai martelé, Hegel nous dit tout ce qui est réel est fonctionnel, tout ce qui est fonctionnel est réel. Et c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des périodes historiques où, justement, ce qui cesse d'être fonctionnel cesse aussi d'être réel. Et que si c'était réel, si c'était fonctionnel, c'est parce que c'était réel, et donc c'est réel parce que c'est fonctionnel. Est-ce que j'ai été trop vite là ? Oui. Je le refais. T'as fourché à un moment donné, donc... Il y a des périodes. Un exemple concret, Engels en parle très bien. Il y a, prenons la Révolution française pour l'analyser, il y a un moment où les contradictions sont telles, les rapports de force sont tels dans l'histoire, qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne va plus. C'est un moment de crise, c'est pour ça que c'est intéressant. Qui est que petit à petit, les propriétaires immobiliers, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie, ceux qui n'ont pas le droit de travailler, parce que quand on est aristocrate, on n'a pas le droit de travailler. C'est pas, il faut pas, on n'a pas le droit, c'est un déshonneur. Et entretiennent leur richesse et leur pouvoir parce qu'il a été acquis depuis des siècles et des siècles, et se maintiennent pendant que la petite bourgeoisie monte, fait des négociations, elle devient plus riche et a plus de pouvoir petit à petit. Donc à un moment, il y a une contradiction, forcément. Ça ne peut pas être ceux qui en fait sont là juste par statut, et juste parce que c'est la monarchie de droit divin et que c'est comme ça, qui maintiennent le pouvoir. Il y a une contradiction telle qu'à un moment, ce qui juste alors justifiait le réel, parce que c'était fonctionnel, parce que jusqu'à ce que cette contradiction se produise, il n'y avait pas lieu que ça se renverse, et bien d'un seul coup se renverse. Donc ce qui... Donc c'est plus réel, ça devient réel. Voilà, mais ça devient réel, donc ça n'existe plus. C'est-à-dire que le monde aristocratique n'existe plus. Et c'est pour ça que le monde capitaliste, ce sera pareil. Il y a un moment où de toute façon, les contradictions sont telles, et c'est pour ça que les périodes de crise sont si importantes, parce que c'est là qu'il y a le pire, et c'est là qu'émerge le meilleur, malheureusement. C'est de plus en plus irréel, puisqu'on a de plus en plus d'exemples ou de personnes de solutions qui émergent partout dans le monde, qui montrent qu'effectivement c'est irréel ce qui se passe. Et puis la répétition des crises, et c'est ce que nous montre Marx, notamment par la baisse tendancielle du taux de profit, etc., qui est que le patron veut forcément faire de plus en plus de bénéfices, mais pour ça, donc, il réduit la force de travail, et en même temps, il est en concurrence avec d'autres. Et bien petit à petit, il essaie de produire de plus en plus pour moins coût, mais ça ne passe pas. Il y a des crises, et ces crises tendancielles du taux de profit
font que... Et c'est une des causes, mais en tout cas une cause majeure, qui crée des crises cycliques du capitalisme et qui font qu'à un moment, il les voit s'échouer. Puis vient se surajouter à ça une crise du sens, qui n'est pas anodine, et qu'on constate tous les jours. Et donc il y a des problématiques. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là aussi? Il se passe que il y a des solutions qui se cherchent, parce qu'il y a un moment où on sent tous que ça pose problème. Donc c'est ce que Kant appelle un chêne, c'est de l'intuition justement que ce truc foire. Donc quelle est la résolution? Chez Kant, le chêne, entendez-vous, voilà un schéma en gros, mais chez lui ça prend la forme de l'intuition. On sent en gros qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais alors comment résoudre cette problématique? Alors soit on fait le travail en amont, on sort de la caverne, soit à un moment on désille parce qu'on a la flemme. Donc on passe pas par le concept. C'est pour ça que la résolution par le concept elle est importante. Et j'ai fait l'effort à plusieurs reprises. Passer par le capitalisme pour aller au socialisme. De quoi? Et donc passer par le capitalisme pour aller au socialisme. Ah bah oui, c'est obligé. Et c'est pour ça que je vous ai montré à plusieurs reprises, j'espère, que la philosophie était absolument concrète et que le concept c'est pas un truc absolument abstrait. C'est l'abstraction d'un multiple concret. et c'est pas pour rien, c'est extrêmement concret. Et donc la résolution, elle passe par le concept. Et la théorie pour faire la pratique. Voilà. Mais j'avais pas fini, du coup, je sais plus où j'en étais, parce que là, du coup, on a fait une énorme digression. Le non-être et le d'être. Du coup, la limite pour moi, là, aujourd'hui, c'est plus important que vous compreniez ça. Et donc, la science, pour terminer, juste la science dialectique, puisque Platon nous dit qu'elle est une science, plus qu'un art, puisque justement, elle est démonstrative et qu'elle résulte d'une méthode, etc., et que c'est pas juste de la technique de chacun, et qu'on peut se l'approprier. Et celle qui fait communiquer les bonnes idées entre elles. De la même manière, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est-à-dire celle qui fait relier le même à l'autre. Et je crois que je vous avais déjà pris cet exemple pour vous dire de la même manière que les voyelles font résonner les consonnes, si on les enlève. Donc il s'agit de faire un bon assemblage, mais il y a des assemblages qui correspondent à rien. De la même manière qu'il y a des accords justes en musique et des accords qui ne le sont pas. Et ben, la dialectique, c'est la même chose, mais avec l'esprit, finalement. Et donc à la fin de cette 7e définition, ce que Platon invente, justement, c'est la dialectique. J'ai passé un peu vite parce que c'était compliqué, je n'avais pas réalisé avant, c'est un peu compliqué. Mais du coup, il nous montre, justement, voilà, qu'il y a du même dans l'autre, et que la contradiction, elle n'est pas interne, mais elle est externe. Et que donc, c'est cette contradiction interne qui produit un mouvement. De la même manière, je l'avais vu avec différents exemples, avec la pomme, avec le gland, etc. Hegel en parle très bien, de l'évolution du gland, les contradictions, le fait qu'il va forcément disparaître, et en même temps éclore pour laisser apparaître le chêne, et que tout ça c'est contenu en lui, c'est pas externe. Et c'est comme ça que fonctionne l'homme, c'est comme ça que fonctionnent les esprits humains, et c'est comme ça qu'on peut déterminer des logiques historiques. Et à la fin, du coup, à la fin de cette 7e définition, on en arrive donc au concept du sophiste. Parce que, après le détour par la dialectique, en fait, la dialectique n'est qu'un détour majeur, puisque c'est quasiment ce qu'on va retenir de plus important. Mais, donc là je l'ai abrégé, mais pour moi l'important c'est que vous ayez compris l'essentiel et ce mouvement-là. Et en même temps, ben voilà, on trace, on dessine la figure du sophiste, ce qui est très d'actualité, et j'espère que vous l'aurez compris. Voilà. En fait, c'est juste un petit éclairage sur la théorie de Parménide, parce que tu disais qu'il avait un discours du non-être. Et non, mais Parménide, il pose qu'il n'y a que l'être. Qu'il n'y a que l'être, qu'il n'y a pas de non-être. C'est juste ça, retiens que ça, de toute façon, là c'est le plus important. Parménide pose qu'il n'existe que de l'être et pas du non-être. Du coup, il excluait le principe de contradiction, en gros. Oui, et puis pour Parménide aussi, les choses sont fixes, on est toujours le même. Il n'y a pas... d'évolution possible et de... Voilà. D'accord, ok. À l'inverse d'un Héraclite qui nous dit on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ouais. Et Héraclite perd aussi le matérialisme de la dialectique. Okay. Voilà. Et c'est Socrate après qui enchaîne après Parménide pour dire que le non-être existe. Ben là, dans le dialogue, c'est l'étranger qui pose. Enfin oui, c'est à la période de Socrate, je veux dire. Donc, et malheureusement, après, vas-y. Non, juste parce qu'à un moment donné, j'ai noté... Quand tu dis « il y a du même dans l'autre »,
Et tu dis c'est ça qui mène aux sophistes. C'est ce que j'ai noté. Non, c'est que manquer une petite étape entre les deux. Dans le discours du sophiste, ce qui était posé comme a priori du non-être s'avère être de l'être, son discours. Donc il y a du même dans l'autre. C'est pas pour ça que c'est propre au sophiste. C'est de montrer qu'en fait, le sophiste... C'est la contradiction interne. Le sophiste est une excuse pour montrer le principe dialectique, en fait, dans le dialogue, quelque part. Il est une excuse pour montrer la méthodologie. En fait, c'est l'avantage. Et c'est un peu le même principe avec le politique de Platon. C'est qu'en fait, le sophiste, on profite du dialogue pour expliquer ce qu'est le sophiste, parce que c'est essentiel. Et en même temps, à l'intérieur, c'est un cours de comment est-ce qu'on philosophe et qu'est-ce que la dialectique, quoi. C'est ça. Le sophiste, c'est un prétexte utile, puisque ça nous permet de cerner justement ce qu'est un sophiste, et c'est pas vain. Mais en même temps, l'essentiel, quelque part, il réside dans comment... Parce qu'en plus, à partir du moment où on comprend le principe de la division, à partir du moment où on comprend la méthode, à partir du moment où on cerne ce qu'est la dialectique, après, comme je l'ai dit l'autre fois aussi, c'est pas pour ça que c'est indépassable, loin de là. Mais en tout cas, ça va nous donner les outils. Et donc, quelque part, ce serait le sophiste ou autre chose. Ça aurait pu s'appeler philosophe, et on aurait pu analyser le sophisme de la même manière après. C'est ça, c'est une grammaire générale. L'importance que nous donne Platon, c'est les moyens, comme quand on apprend à lire ou à écrire, on a une grammaire basique qui va nous permettre de lire tous les livres. Donc le but, c'est pas tu lis un livre, tu sais, t'en retires une connaissance, c'est pas un bouquin d'histoire, quoi. C'est là, vous lisez ce livre-là, et après vous avez les outils qui vont vous permettre d'analyser autre chose. De la même manière qu'une grammaire permet de lire tous les livres, logiquement, quand c'est bien enseigné. Si on apprenait à lire qu'un livre et qu'on était capable de lire qu'un seul livre, c'est qu'on ne saurait pas lire. Bon, bah, si on lit un seul livre qui nous définit ce qu'est le sophiste, c'est que c'est tout ce qu'on est capable de faire, et c'est qu'on n'est pas à même de réfléchir, on est juste à même de répéter. Donc là, ce qu'il nous donne, c'est une grammaire essentielle, en fait. Et juste tout à l'heure, par rapport à la maïeutique, quand tu disais que donc de faire accoucher les esprits, que ça menait à une aporie. Oui. L'aporie, c'est pas bien de faire accoucher les esprits. L'aporie, en fait, c'est l'aboutissement des dialogues socratiques, bien souvent. C'est-à-dire que malheureusement, contrairement à ce qu'on peut croire, ça aboutit à. Je vais pas dire pas grand-chose parce que c'est archi faux, mais en tout cas, ça n'aboutit pas à quoi on était parti au départ, quoi. On arrive à quelque chose qui n'est pas une vraie conclusion parce qu'il est difficile d'y aboutir. C'est ça l'aporie, en fait. En philosophie, la majorité des dialogues socratiques se terminent comme ça. Donc du coup, c'est-à-dire que les non-philosophes vont me dire « Oh, c'est nul, c'est pas intéressant, il n'a pas répondu. » Sauf que ce qui est intéressant, c'est le chemin. Non, on s'en fout. L'intéressant, c'est les bonnes questions qu'il a posées tout au long. On s'en fout. Parce que sinon, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que Socrate leur dise « Alors, le sophiste, c'est un faiseur d'illusions. » Ah, donc en fait, monsieur, le sophiste, c'est un faiseur d'illusions. Socrate, il l'a dit. On s'en fout, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. À la limite, le travail, il est à refaire. Et c'est pour ça que le travail est en permanence à refaire. Parce que là, quelque part, on le définit de manière qui correspond toujours, puisque justement, en plus, c'est un concept. C'est ça l'intérêt, c'est qu'en plus, il peut être étendu, élargi, et qu'il traverse le temps. Et donc, il est forcément toujours juste. Mais l'intérêt, c'est qu'on puisse l'actualiser, justement. Comme j'ai essayé de le faire brièvement ici, on a part des exemples. Mais on peut et comme quelque part, Kluskar l'a bien mieux fait avec la figure du mondain, qui traverse son œuvre, et qui est une des figures les plus complexes à cerner, et qui traverse l'ensemble de son œuvre. Et c'est pas pour rien. Et le mondain, le parcours initiatique du mondain, et ce qui nous montre aussi, ce qui est très bien chez Kluskar, par rapport à l'actualité, c'est qu'il nous montre que les rites initiatiques par lesquels passe le mondain, c'est des rites par lesquels on est quasiment tous contraints de passer, si on veut s'insérer dans la société. Parce qu'il y en a qui sont en dehors, et il y en a qui sont dedans, donc il faut s'insérer, visiblement. Et que du coup, il y a ce choix après qui se fait. Est-ce que il y a ceux qui sont dans l'inconscient, qui sont mondains sans le savoir, et il y a ceux qui le sont, en sachant qu'ils le sont, quoi. Et qui pourraient faire le choix d'être autre chose. Puis il y a ceux qui font le choix d'être autre chose, quoi. Avec les difficultés que cela comporte. Et selon les niveaux, la mort. C'était la note joyeuse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aime bien les questions, c'est dommage, je ne voulais pas en parler. Parce qu'en fait, finalement, le bouquin, si je comprends bien, le bouquin, en fait, s'il y avait une réponse à la fin, donc qu'il n'y a pas,
ça prétendrait que Socrate aurait atteint la sagesse. Oui, voilà, on a pensé ça. Après, il y a une réponse, mais elle n'est pas forcément définitive. En philosophie, ça contredirait en fait les débuts de tes cours où tu disais que le philosophe tend vers la sagesse. Oui, voilà. Il tend de l'acquérir. L'amour de la sagesse, c'est qu'il essaie de l'acquérir, cette sagesse. Après, il l'a pas... Ok, il l'a peut-être bien plus que le mec lambda, mais surtout, le travail du philosophe, c'est pas tant de dire j'ai la sagesse, mais c'est essayer de dialoguer avec les autres, de tendre vers, et surtout de montrer aux autres leurs contradictions. C'est-à-dire qu'on avance ensemble. Il y en a peut-être un qui est là et l'autre qui est là. Enfin, le travail, il est jamais fini. Quand on avance ensemble, on essaie de tirer les autres, quoi. Là où le sophiste monte, puis quand il est arrivé là, il dit « Oh, les autres, on va les laisser, quoi. » Parce que le complexe, enfin le complexe pas, mais de la haute bourgeoisie aussi. C'est-à-dire, on accède à certains niveaux, et ça peut prendre des formes très concrètes aussi. C'est-à-dire, aller à la plage, c'est très bien, mais alors moi, j'aime pas quand il y a trop de monde, parce qu'il ne faut pas que les pauvres, eux, ils aient accès, tu vois. Ou alors, tu as la même chose au niveau de la... Bon, après, sans entrer là, les comprenez, c'est pas des jugements de valeur et que c'est pas un jugement médical non plus. Mais il y a cette théorie souvent défendue, la drogue c'est bien, mais il faut en être capable, quoi. On ne peut pas tous filmer des gens, quoi, parce que c'est réservé, quoi. Il faut, quand tu es dans la haute bourgeoisie, tu peux filmer des gens parce que toi tu sais. Et moi j'ai déjà entendu ce discours-là de jeunes fascistes. Il y en a, ils savent. Parce qu'ils ont les moyens, alors que l'ouvrier lambda, lui, et je vous jure, alors là, la vie de ma mère, pas classe, là, que j'ai entendu ça exactement, et c'est des choses qui sont assez fréquentes. Ou alors c'est un Michel Houellebecq, putain, décidément, Cohen, Onfray, Houellebecq, c'est un peu moins mais c'est un Michel Houellebecq, c'est-à-dire extension de domaine de la lutte, tiré des œuvres de Kluskar, en partie, c'est-à-dire qu'il étend le principe de la lutte des classes dans son roman, qui est peut-être le moins pire, et qui n'est pas si mauvais, au principe des relations amoureuses et des relations sexuelles, c'est-à-dire que, a priori, maintenant ça semble anodin, mais c'est souvent parce que ça rentre dans l'inconscient collectif, ça n'était pas tant que ça avant, notamment quand Kluskar en parle, etc., ou d'autres, et même quand Houellebecq arrive, c'est-à-dire que selon la place que vous occupez, etc., et surtout il le met en mots, et dans la société, mais vous n'aurez pas forcément les mêmes rapports sexuels, etc., et pourquoi je dis ça? Oui, pour en venir finalement, à partir du moment, parce que lui à l'origine est quasiment, c'est pas un prolo, mais enfin voilà, il n'a pas une vie, et puis surtout, vu sa gueule, vu son charisme, à mon avis, à l'origine, il n'avait pas accès aux femmes, seulement son statut lui donne un accès aux femmes, qui fait qu'à un moment, il devient quasi réac, quoi. Et le gars profite, et il nous pond un livre à soumission, parce que finalement, l'ordre musulman, c'est pas si mal, oui, on peut l'interpréter comme on veut, la littérature. Enfin, c'est quand même bizarre, hein, d'un seul coup, à partir du moment où, en fait, et on commence à excéder un petit peu de jouissance, Kluskar disait qu'on commence à participer au banquet. Là, ça y est, il y a un banquet, mais nous, on n'a pas le droit, on est les gueux, on nous jette les trucs, quoi. Et quand on commence à y participer, là, d'un seul coup, ça devient ringard, non, il faudra un petit peu plus d'ordre, c'est le bordel. Et c'est le genre de conneries. Il ne faudrait pas, nous, qu'on accède au banquet, quoi. Ce serait emmerdant, quoi. Parce que là, ils préfèrent qu'il y ait des tonnes de restes, et que nous, ils nous jettent les restes et qu'on les dégage, alors qu'il pourrait y en avoir pour tout le monde. Mais non, c'est un peu embêtant. Et la figure du sophiste, elle prend cette forme-là aussi, c'est ça. Et justement, et le mondain, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que le gars, quelque part, le mondain, il est passé par des rites. Bon, après, il y en a qui s'y complaisent, mais malgré tout, c'est pas une vie forcément joyeuse. C'est-à-dire qu'il est passé par un certain nombre de rites aussi qui font que il a la place qu'il a. Et ça n'a pas forcément été évident pour lui. Ça veut dire un certain nombre de soumissions aussi. Et ça veut dire accepter un certain nombre de choses, accepter de perdre son identité pour la bande. La bande, ça c'est le concept qu'utilise Kluskar, mais la bande, c'est les réseaux, c'est le lieu dans lequel vous fréquentez, c'est pas forcément une bande, c'est pas une bande de wesh au coin de la rue, même si c'est aussi celle-ci. Et que ça fonctionne bien. Il a dû refuser un certain nombre de choses pour être ce qu'il est et ce à quoi il accède. Donc il ne s'agit pas, vu que les places sont limitées, que l'autre à côté il vienne, alors que bon, lui, ça y est, quoi. L'ouvrier lambda, il me casse les couilles, il gueule. Enfin, bon. Oui, mais sauf que le réel revient au galop, je suis pour rien, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a un moment où, selon où tu bosses et quel est ton statut et ton sexe, il est possible qu'il soit passé des trucs qui fassent que, bizarrement, je suis pour rien, c'est une logique du mondain, c'est une logique du mondain. Moi. Je suis pour rien, j'ai choisi de ne pas l'être, donc voilà. Alors que j'aurais pu, c'est ça le truc. Parce que c'est facile de ne pas l'être quand t'as pas eu la chance. Surtout quand tu viens de Charente. C'est quand t'aurais pu l'être et que tu refuses que c'est intéressant. Parce que ne pas l'être parce que t'as pas réussi et que tu craches dessus, c'est le même sens que quand tu craches dessus. Bref, voilà. Bien.
Il n'y a pas d'autres questions? Non, mais c'est pas forcément en rapport, mais parce que là tu parlais de la maïeutique socratique, ça veut dire qu'il y a une maïeutique qui n'est pas socratique? Non, je pense que c'est non, le c'est nom qu'on vraiment. donne, Ouais. à moins qu'il ignore, ce qui est possible. Mais non, c'est le nom qu'on donne en gros à la méthode un peu de Socrate. Voilà. C'est bon, je vous ai bien perdu. Non, parce qu'au contraire, contraire, c'était un des cours les plus concrets que tu as fait. J'espère, mais c'était bien ça le projet. Merde, c'était bien le projet, mais comme j'ai senti que je vous perdais avec mon être et mon en-être. Non, là, ça c'était un peu. Ouais, mais ça, c'est trop compliqué. C'est Parménide, c'est pas de ta faute. Oui, voilà, mais c'est Parménide, elle m'a fiché.